Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Eco-Business, votre magazine hebdomadaire consacré au décryptage des dynamiques économiques à l'échelle du triangle national, le Cameroun, l'Afrique et le monde. Au menu de cette édition, le franc CFA, la monnaie commune des pays d'Afrique centrale, comme sa jumelle de l'Afrique de l'Ouest, en passe d'être mutée en éco. La nouvelle formule monétaire déjà en gestation en Afrique de l'Ouest. Véritable évolution de la coopération entre la France et les 14 pays de la zone franc CFA ou perpétuelle servitude monétaire. Ce sont là les principales interrogations de cette édition d'Eco-Business. Une réflexion qui sera menée durant 1h30. Précisément, c'est le nouveau format de cette émission. Et pour discuter de cette thématique, ils sont déjà 3 présents à ce panel. Je commencerai par le docteur Ariel Nitedem, économiste. Bonsoir, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Sepo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Tout à côté de vous, Aristide Milol, analyste financier et chercheur en économie. Bonsoir, Aristide. Bonsoir, monsieur Sepo. Joseph-Marie Lundu, le troisième invité, c'est, on va dire, déjà un meuble de notre émission Eco-Business, quasiment présent à toutes les éditions. Joseph-Marie Lundu, bonsoir. Vous êtes consultant, spécialiste des questions économiques. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, merci pour l'invitation. Il faut dire que c'est vous qui m'invitez souvent. Je vous remercie pour cela. Je vous remercie pour cela. Très bien. Je commencerai par vous introduire le sujet qui nous réunit ce soir. On parle de, on va dire, la mutation du franc CFA à l'éco. Projet similaire en gestation du côté de l'Afrique de l'Ouest qui aurait dû être effectif depuis le 1er juin, mais qui est un peu dans l'impasse. Comment vous avez accueilli cette nouvelle rendue publique par l'agence Ecofin, à laquelle on peut attribuer une certaine crédibilité? Docteur Ariel Nitedem. Oui, disons que la nouvelle ne m'a pas surpris. Je n'ai pas été surpris quand j'ai eu vent de cette nouvelle, à savoir que la France, sur le plan géostratégique, n'a pas changé. Elle est restée égale à elle-même. Elle veille à ses intérêts de par le monde. Et on a constaté que depuis que les Africains ont commencé à contester le CFA, quand c'est sorti, n'est-ce pas, dans la rue, des actions publics dans la rue sont devenus monnaie courante en Afrique par rapport à ce rejet du CFA par le grand public. La France a trouvé un moyen, comme on la connaît si bien, sur le plan stratégique, de couper l'herbe, on va dire ça comme ça, au pied de ceux qui n'en voulaient plus. En réalité, j'observe que la France a mis en déroute une initiative louable qui avait eu lieu en Afrique de l'Ouest, dans la zone, la CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO s'étaient mis ensemble, n'est-ce pas, pour mettre en place une monnaie commune. Ce qui va dans l'avantage de l'Afrique et qui, justement, progresse vers une monnaie commune, à travers des monnaies, comme on va dire, des monnaies régionales. Alors, ce processus était en cours et était salué par tous les économistes, par tous les experts. C'était le début de l'espoir pour une Afrique qui se développe, pour le lendemain qui chante au plan économique pour l'Afrique. Et la France, fidèle à elle-même, a tout fait, n'est-ce pas, d'interrompre ce projet, ce terreau projet pour l'Afrique. C'est finalement une initiative avortée parce que la France, en lançant la réforme du CFA à ce moment
précis. Une réforme qui prenait en son compte le nom ECO, qui était justement adopté par tous les pays de la CEDEAO. Je rappelle que la CEDEAO, c'est les pays de l'UEMOA, les anciennes colonies de la France, plus les autres pays comme le Nigeria, le Ghana, et ainsi de suite. Donc, alors, on comprend bien que quand je dis que la France a interrompu ce processus, c'est parce qu'on voit mal le Nigeria ou le Ghana en train de délaisser leur monnaie et d'adopter une monnaie qui est sous le contrôle de la France. C'est tout le problème. Et nous, je n'ai pas été surpris parce que je comprenais que la France va continuer dans sa logique et va essayer d'imposer la même chose en Afrique centrale. Et puis, c'est le Comore, la troisième zone monétaire, parce que le CFA, c'est trois pays, c'est trois zones. C'est le CFA, l'Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA, le CFA, la zone CEMAC et le CFA du Comore. Donc, on comprend bien, on n'est pas surpris, les observateurs avertis ne sont pas surpris de cette nouvelle. Mais la question fondamentale, c'est de savoir si l'Afrique centrale aura appris des leçons de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Aristide Milol, comment vous avez accueilli, c'est pas encore officiel, mais ce projet de mutation du franc CFA à l'ECO? Oui, merci Serge Sekou. Déjà, il faut dire que lorsque la nouvelle, je l'ai eue à travers Ecofin, j'ai compris tout de suite que c'est des tractations qui se faisaient déjà en coulisses. Et je n'ai véritablement pas été surpris parce que même dans la signature des accords de coopération, cela a aussi commencé progressivement d'abord par la zone France CFA de l'Afrique de l'Ouest, et après les accords sont arrivés au niveau de la zone d'Afrique centrale. Alors je me suis dit certainement que c'est le même processus que la France a choisi pour pouvoir, je vais dire, garder toujours la main sur le système monétaire africain. Parce qu'il faut rappeler que c'est le système monétaire qui est au centre de toutes les relations internationales. Ce système monétaire qui à notre avis, favorise les échanges entre les États et régularise les termes de l'échange. Alors la France, maître dans l'art de, je ne veux pas dire la manipulation, mais de la gouverne au niveau de ses colonies, a compris que si l'Afrique centrale n'entrait pas dans le jeu, il y aura un élan qui sera un peu rompu dans son processus. Donc la nouvelle ne m'a pas véritablement surpris. Maintenant, il reste à voir comment est-ce que cela va être opérationnalisé, quels sont les contenus, parce qu'on sait déjà qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA, ou de la CEDEAO, il y a eu beaucoup de pays qui ont été réticents lorsque la France a pris le devant avec le président Ouattara pour pouvoir brandir l'ECO. Cela a été un peu, pour ces pays tels que le Nigeria et le Ghana, un peu un remake de ce qui avait déjà été fait. Donc, ils ont compris qu'il ne devait pas avoir un changement dans les relations entre la France et ses colonies. Donc on espère que dans le contenu des pays de la zone franc, enfin je ne sais pas si c'est un espoir, mais on sait très bien que ce qui sera le plus important, c'est les contenus qu'il y aura dans les nouveaux accords. Si jamais il y a des changements qui ont lieu, c'est les contenus, surtout en ce qui concerne les réserves d'échange, en ce qui concerne le compte d'opération. Donc, de manière générale, un peu la coopération monétaire, comment est-ce qu'elle va s'élaborer, comment est-ce que les pays de la CEMAC vont pouvoir structurer leurs relations avec la France. Très bien. Joseph Marie Elondo, le 22 novembre 2019, se tenait un sommet extraordinaire de la CEMAC avec comme sujet principal au menu l'avenir du franc CFA. Les différents présidents ont donné une mission à la commission de la CEMAC et à la Banque centrale de mener les réflexions nécessaires pour l'évolution de cette monnaie. On peut donc dire aujourd'hui, un peu moins d'un an après,
que c'est là l'aboutissement de ces réflexions, aller sur la même ligne, sur la même trajectoire que la zone CFA Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire passer simplement du franc CFA à l'éco. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je crois qu'il est important d'abord de faire un peu d'histoire, toujours. Le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est comme ça s'appelle à l'origine, a été créé par la France. Et en réalité, c'est même l'outil principal de souveraineté de l'État. C'est pas la monnaie. Depuis dans les années 40, du coup 45. Donc le CFA aujourd'hui, nous sommes à plus de 70 ans. Et le mécanisme du CFA est un mécanisme d'exploitation. Lorsque nos pays accèdent à l'indépendance en 1960, normalement, parmi les attributs de souveraineté, vous avez la monnaie. Ça ne se discute pas. Mais lorsque la France anticipe, crée le CFA, il faut savoir que l'histoire du CFA, on venait faire le CFA. Lorsque les Français venaient travailler en Afrique, c'était pour s'enrichir. Et le CFA était une monnaie forte. Donc on venait en Afrique pour faire du CFA. Mais lorsque, au fur et à mesure que nous avons avancé, nous sommes devenus indépendants, on a commencé à parler du développement, puisque l'objectif n'est pas de nous développer, on a donc changé complètement les parités. Et le CFA est devenu un véritable boulet au pied des 14 États qui en font usage. Donc d'abord sur le plan de la souveraineté, nous n'avons pas de monnaie. Ce n'est pas nous qui contrôlons notre monnaie. Ce n'est pas nous qui battons notre monnaie. C'est la France qui reçoit toutes nos devises dans le cadre de notre commerce extérieur et nous donne une partie de nos devises, même pas, nous donne du papier. Parce qu'en réalité, il y a une esbrouffe, une grande escroquerie dans cette affaire où on dit qu'on vous donne 60% de devises, mais en réalité, on vous donne du papier. Donc, toutes nos devises restent dans les comptes d'opération logés au Trésor français. C'est-à-dire que c'est le patrimoine de la France. Est-ce que vous pouvez imaginer le commerce de 14 États entre les mains d'un pays, d'une puissance, etc. Donc, cet outil-là est d'une importance capitale pour le développement de la France. C'est-à-dire, si vous enlevez ça à la France, c'est un peu comme si vous coupiez à la France une jambe. Vous imaginez 14 États qui travaillent pour vous. Il ne faut donc pas qu'on soit naïf. Il faut donc s'attendre à ce que la France ne lâche pas le morceau. Mais comme avec les évolutions, nous avons au Cameroun, depuis la libéralisation politique, des processus démocratiques, j'aime toujours évoquer Hubert Kamga, qui était parmi les précurseurs, qui avait commencé à attirer l'attention, à parler du CFA. Et on a vu Hubert Kamga, on a vu un certain nombre de voix d'économistes s'élever, les Koulibaly aux États, en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un également au Togo dont le nom m'échappe. Des gens qui ont donc travaillé à fond et qui ont vulgarisé l'idée, porté en lobbying massivement auprès des populations et de la jeunesse la problématique du CFA, qui ne pouvait pas être attaquée par un certain nombre de chefs d'État qui étaient déjà, je veux dire, englués dans le système français. Donc, c'est parce que les Africains ont commencé à mettre la pression. Et comme la France ne peut pas lâcher, c'est une affaire de vie ou de mort. Il faut trouver une astuce. Donc, ça ne nous surprend pas, c'est votre question de base.
vous avez vu, bon, tout à l'heure, le docteur Netedem nous a montré comment la France a court-circuité l'action qui était en train d'être menée sereinement, je crois sous la houlette du Nigeria. Et je me rappelle, en son temps, un certain gouverneur, nous étions encore jeunes journalistes, maman à l'époque, qui nous avait enseigné sur la question, nous disant, la France ne lâchera jamais. Et la guerre de Côte d'Ivoire, celle qui a perturbé la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, il y a une grande parenté avec la question du CFA. Parce qu'à l'époque, c'était déjà très avancé. Et vous aviez donc au pouvoir des gens qui avaient une idéologie nationaliste et africaniste, panafricanisme. Donc, les Gbagbo et autres étaient dangereux pour la France. Il fallait donc les déstabiliser, il fallait casser tout ça. Donc nous sommes dans un processus de géopolitique et de géostratégie qui est vital pour la France. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas parler de ça en l'air. Les Français sont prêts à faire descendre les militaires gabonais enfin, ils sont au Gabon, ils sont en Centrafrique, ils sont au Tchad. Pour créer, c'est-à-dire s'approprier le Cameroun si vous tentez une action de force. Donc, nous voyons très bien que la démarche qui a été initiée en Afrique de l'Ouest avec le soutien de M. Alassane Ouattara, qui est un président soutenu par la France et qui tient à être au pouvoir, j'imagine qu'il va revenir là. Il doit revenir parce qu'il peut continuer ce travail, parce que c'est lui qui peut faire ce travail. On n'est pas sûr de ceux qui vont le remplacer. Au Cameroun, nous avons notre chef d'État qui, je pense, n'a plus la force, une force révolutionnaire. On ne peut plus s'opposer à une telle démarche. Nous sommes donc en train d'aller allègrement vers un nouveau CFA, enfin, qui s'appelle ECO. Et nous espérons que la jeunesse et les politiciens, ce qui nous inquiète le plus au Cameroun, c'est que les politiciens les plus en vue n'en font pas une question centrale dans leurs idéologies. Kamga, on est déjà âgé, il est un peu fatigué. Quand on voit ceux qui sont en vue, il n'y a pas une démarche nationaliste dans le sens de s'approprier notre CFA. Et je vous dis, tant que nous aurons le CFA ou son jumeau, nous ne pourrons jamais nous développer. La monnaie n'est pas un mystère. Chaque pays doit pouvoir contrôler minimalement sa politique monétaire. C'est bien pour cela qu'on le verra peut-être plus loin. Personne ne vous finance la tomate. Personne ne vous finance le manioc, le plantain. On ne finance pas, il n'y a pas d'institution pour cela. Parce que le système qui est mis en place est un système d'extraversion économique et dont l'objectif est de nous maintenir dans les produits primaires et, bien entendu, affaiblir nos économies dans un environnement où pourtant l'apologie est à la compétitivité des économies. Très bien, après ce premier tour de table, je vous propose, cher monsieur, ensemble on va suivre un reportage en guise de mise en bouche pour situer de manière globale ce débat sur la mutation du franc CFA à l'éco en zone CEMAC. On suit ce reportage préparé par la rédaction, on se retrouve pour la suite. Le franc CFA, créé en 1945 par l'État français à la suite de la ratification des accords de Bretton Woods, sous le nom de franc des colonies françaises d'Afrique, officiellement franc de la communauté financière africaine, est le nom de deux monnaies communes vestiges de la colonisation française utilisées par 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, constituant en partie la zone franc pour un total de 155 millions d'habitants. Une monnaie indexée sur l'euro est convertible à cette monnaie européenne, dont les accords de coopération imposent aux États utilisateurs de déposer 50% de leurs réserves en France. La centralisation d'une partie des réserves de change des banques centrales, des zones monétaires auprès du Trésor français, ne cesse de susciter la réprobation de l'opinion publique africaine qui appelle à rompre avec un partenariat appauvrissant pour les pays africains. Une perpétuation du colonialisme français par la voie monétaire. Coup de tonnerre, le 21 décembre 2019. Le président ivoirien Alassane Ouattara annonce l'hypothèse du remplacement du franc CFA UEMOA par l'ECO au cours d'une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron en visite officielle en Côte d'Ivoire.
Dans un premier temps, il s'agira simplement de changer de nom et non de monnaie. Ce n'est que plus tard que les États africains qui utilisent le franc CFA devraient envisager une rupture de la convention qui les lie avec la France pour obtenir l'autonomie du contrôle de leurs réserves de change. Le Nigeria et plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment anglophones, ont dénoncé la décision de remplacer le franc CFA par l'éco. Ils dénoncent une décision unilatérale du président Ouattara. Le 10 février 2020, le Nigeria demande un report du lancement de l'éco, monnaie unique ouest-africaine prévue théoriquement cette année. La proposition du Nigeria sur l'éco est que, en réalité, les critères de convergence entre États n'ont pas été atteints par la majorité des pays. Le 20 mai 2020, la fin du franc CFA est validée par l'adoption d'un projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat français, qui entérine cette monnaie commune par le Conseil des ministres français. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, ne sera plus obligée de déposer la moitié des réserves de change auprès du Trésor français. La nouvelle monnaie unique ouest-africaine ECO doit voir le jour en principe en 2020 ou en 2021. Une mise en œuvre qui semble à ce jour compromise. Désormais, le débat est porté en Afrique centrale. La CEMAC et la France ont conclu un accord pour passer du franc CFA à l'éco. Le processus qui est mené en 1945 par l'État français à la suite de la ratification des accords de Bretton Woods monnaie serait toujours liée à l'euro des colonies sur la base d'une parité fixe. Officiellement, franc de la communauté ne figurerait plus dans les instances monétaires. Et le nom de deux monnaies communes. Une légère différence cependant, le rapatriement des réserves hors du compte des opérations du Trésor public français ne serait pas acté, comme c'est le cas pour l'UEMOA. Mais la CEMAC n'aura plus l'obligation d'effectuer cette consolidation des réserves de change en France. Mais au fond, du franc CFA à l'éco. Simple effet cosmétique ou véritable évolution dans cette coopération tant décriée par les Africains. Dans un contexte de profonde mutation de l'économie mondiale et la perspective de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine dès le 1er janvier 2021, les pays de la zone CEMAC comme ceux de la zone jumelle de l'Afrique de l'Ouest sont-ils prêts à rompre avec le cordon ombilical monétaire français? Ces États sont-ils en mesure de s'arrimer à une gouvernance monétaire susceptible de promouvoir la stabilité, voire l'émergence de leurs économies face aux chocs ou aux conjonctures économiques? La réflexion en vaut la chandelle. Retour sur ce plateau. Alors, je voudrais avec vous, Dr. Henitinem, qu'on commence d'abord, on va commencer par l'historique. La mise en place, la mutation de ce franc CFA vers l'éco en zone UEMOA et qu'on essaie d'étudier les conditionnalités. La première étant le maintien du taux de change entre le franc CFA et l'euro et la France qui en assure cette convertibilité. Oui, en fait, c'est une réforme de surface, c'est une réforme cosmétique. Il n'y a pas un changement fondamental. Et de toutes les façons, quelqu'un dit que la France ne veut pas lâcher du lest, la France ne veut pas quitter, mais la France doit partir. L'Afrique doit avoir, les Africains doivent avoir leur monnaie s'ils veulent se développer. Si la CEMAC tient à se développer, ou bien l'Afrique centrale, elle doit se donner sa monnaie. Cette réforme que je qualifie de cosmétique arrange plutôt les affaires de la France. Et c'est tout à fait légitime que la France défende ses intérêts. Mais il appartient aux Africains, et notamment ceux de la zone CEAC, j'insiste pour dire sur la zone CEAC, n'est-ce pas, de défendre leurs intérêts. Et c'est l'occasion pour la CEAC, justement, qui vient de boucler une réforme institutionnelle, de s'inscrire dans la logique d'une monnaie unique de la zone Afrique centrale. Parce que vous savez bien que la CEAC, c'est une communauté économique régionale, pilier, sur laquelle l'intégration de l'Afrique se fonde. L'Union africaine a fondé sur son intégration sur des CER piliers. Et la CEAC en est une. Et il est de notoriété scientifique que le développement de l'Afrique passe par l'intégration de l'Afrique, l'intégration économique qui passe par l'intégration monétaire. Il faut le rappeler à l'intention des téléspectateurs, l'importance de la politique économique, l'importance de la politique monétaire dans la politique économique. Parce qu'en réalité, la politique économique tient sur deux piliers, à savoir la politique budgétaire et la politique
monétaire. Alors quand la politique, quand les dirigeants n'ont pas, n'est-ce pas, la main sur le levier de la politique monétaire, je compare souvent cela à un coureur de fond qui est unijambiste et qui compétit dans une compétition, excusez-moi, permettez la tautologie, une compétition où tout le reste court avec les deux pieds. Voyez-vous, en économie, on est toujours dans la compétition, la compétitivité. Et les économies africaines, pour être compétitives, doivent avoir une politique économique qui compte sur les deux leviers. Et nous avons là devant nous un cas patent, la Covid, la pandémie du Covid qui a frappé le monde entier. Les Africains, les anciennes colonies françaises, pour se défendre, pour pouvoir limiter les effets de cette pandémie sur l'économie, n'ont que, c'est pas la politique budgétaire. On a vu jusque-là les mesures fiscales par-ci, ainsi de suite. Ils n'ont pas la main sur le levier monétaire. Et cela pose un problème. Il y a une semaine ou deux que la BER annonce l'achat des titres, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre une politique monétaire. Cela vient, je vais dire, un peu tard pour une pandémie qui a frappé en mars. Les premières mesures de fermeture des frontières ont eu lieu le 17 mars notamment. Et c'est en fin juillet qu'on voit la BEAC se mouvoir, parler de, n'est-ce pas, l'achat des titres pour justement accompagner la lutte contre cette pandémie. Je dois dire que ça arrive un peu tard. Si nos pays avaient, n'est-ce pas, leur politique monétaire autonome, il y a longtemps qu'ils auraient actionné le levier monétaire pour permettre, n'est-ce pas, de lutter plus efficacement contre, n'est-ce pas, cette pandémie qui met nos économies à mal. Et quand on voit le niveau de chômage qui existe dans nos pays, et quand on voit, n'est-ce pas, le niveau de richesse naturelle que nous avons, mais qu'on n'arrive pas à transformer pour le bien des populations, on comprend bien que la monnaie, le fait qu'on n'ait pas, n'est-ce pas, une monnaie, une politique monétaire autonome est un facteur limitant. Et je dois dire que cela, n'est-ce pas, pose un problème d'indépendance véritable qu'on a, que ce pays, la France a donné aux pays africains dans les années 60. C'est en fin de compte une indépendance factice, parce qu'une indépendance politique sans indépendance économique pose un problème. C'est une indépendance qui est incomplète. En fait, les Français se sont entendus, se sont arrangés à garder par devers eux la meilleure partie, la partie essentielle, l'économie. Parce qu'en fait, c'est l'économie qui fait vivre les populations, c'est l'économie qui change les conditions de vie. Le franc CFA permet à la France de contrôler tout un espace économique. Et ça, il faut dire, à leur avantage. Et ça, les dirigeants africains doivent le comprendre. Et on ne peut plus remettre à demain cette question, n'est-ce pas, de la coupure de ce cordon ombilical. D'abord, le CFA a une connotation, on va dire, connotation péjorative, franc des colonies. Ça nous renvoie encore aux colonisés que nous avons été. Donc, c'est comme si on était resté colonisés. Et on n'a pas cette souveraineté monétaire. Ça pose aussi un problème. Alors, ce qui vient de se passer là, on change CFA pour ECO. On a l'impression que la connotation péjorative de coloniser est partie. Mais dans le fond, tout reste, la France reste maître du jeu. Et c'est là le problème. Très bien. Aristide Milol, le président Ouattara, parce qu'on va une partie de cette expérience de l'Afrique de l'Ouest, à l'issue de la 21e session de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, il déclarait que cette parité fixe à 659,9 francs entre le franc CFA et l'euro a bien servi les économies de ces pays-là en permettant de maîtriser l'inflation. Oui, je crois que tout pays, avec aujourd'hui le système d'échange, le système monétaire qui est devenu extrêmement volatile, tout pays rêve d'une politique ou alors d'un système d'échange où la monnaie varie très peu. Ce qui fait que un système d'échange fixe pour tous les pays, pour toutes les économies est toujours important et fondamental.
Maintenant, la question, ce n'est pas beaucoup plus sur la parité. La question, c'est sur la qualité des relations, ou alors comment est-ce que ce système sera structuré. C'est-à-dire au niveau, quand on dit de la convention monétaire, quels sont les éléments qu'on met à l'intérieur, tels que le rapport sur le compte de personne, qu'est-ce qu'on met dans le système monétaire lui-même en tant que tel, qu'est-ce qu'on y met là-dedans. Parce que c'est à ce moment-là, c'est véritablement là où se pose le problème. Lorsque nous avons un système de change fixe, dans un pays, dans un monde où les monnaies varient très vite, alors avoir un système de change fixe, c'est toujours bénéf. C'est toujours bénéf. Maintenant, dire que cette parité nous a servi, je crois qu'il faut... a servi les économies de ces pays d'Afrique de l'Ouest, précisément. Oui, il faut un peu nuancer. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Cela veut dire que si votre économie se porte bien, la monnaie a pour objectif de présenter ou alors de refléter la santé de votre économie. Si elle se porte mal, alors il y aura une dépréciation. Si elle se porte bien, votre monnaie, surtout à l'échange international, si vous avez une production qui est bonne, elle sera demandée et forcément votre monnaie va s'apprécier. Mais quand vous avez une monnaie fixe, alors on peut savoir si votre économie se porte bien ou pas. À ce moment-ci, les régulateurs ou alors ce qu'on appelle les stabilisateurs deviennent beaucoup plus budgétaires que monétaires. Parce qu'on n'a plus en réalité l'autonomie de la politique monétaire. La Banque centrale ne peut plus jouer sur le taux d'échange pour pouvoir arriver à servir sa politique monétaire. Ce qui fait que les seuls leviers sur lesquels la Banque centrale peut maintenant actionner, ce n'est que les leviers du crédit bancaire. Le crédit bancaire, c'est-à-dire à chaque fois qui se tiennent souvent de ce qu'on appelle les comités de politique monétaire, il s'agit soit d'améliorer, d'augmenter ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire, ou de le diminuer, ou alors jouer sur les taux directeurs pour pouvoir en réalité engranger sur l'économie. Parce que pour une banque centrale, l'objectif c'est de financer son économie. Alors, si ces pays ont été, si l'Afrique de l'Ouest a été véritablement servie, moi je ne pense pas. Parce qu'en réalité, si cette monnaie, si ces pays s'étaient véritablement entrés dans le marché avec le Nigeria, qui aujourd'hui pratique depuis, avec le Naira, pratique un régime d'échange ajustable, je veux dire flottant, qui n'est pas fixe. Alors, on se rend compte que le Nigeria aujourd'hui est l'une des plus grandes économies, si ce n'est pas la plus grande d'Afrique, avec un système d'échange flottant. Alors, ce n'est pas forcément que... Et quand on fait la classification, on se rend compte que tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest, en dehors de la Côte d'Ivoire, qui a un système agricole qui est très développé, n'ont pas réussi à se démarquer en dehors du Nigeria. Le Nigeria, le Ghana. Ce sont des pays qui ont usé de leur autonomie monétaire pour pouvoir jouer sur l'investissement et sur le financement de l'économie. Donc, je pense pas que c'est parce que l'Afrique de l'Ouest, ou alors l'UEMOA, parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas toute l'Afrique de l'Ouest, c'est l'UEMOA qui a bénéficié du système d'échange pendant toute cette période, depuis la période coloniale, ou bien depuis la convention sur les politiques monétaires en 72, avec un système d'échange fixe, a pu bénéficier plus que le Nigeria qui, depuis lors, pratique un système d'échange flottant. Très bien. Joseph Marie Elondo, le maintien de la parité fixe. La parité fixe a été un atout selon le président Ouattara dans ses économies d'Afrique de l'Ouest. Vous direz la même chose, que ça a été ou ça restera un atout pour les économies d'Afrique centrale? Vous savez, il y a le mysticisme économique qui a été instauré par les économistes des écoles, des différentes écoles économiques, et qui aiment bien ce genre moi j'appelle ça du sophisme en économie.
C'est-à-dire que l'économie, ce n'est pas les taux de change. L'économie, c'est comment je fais pour que mes populations vivent dans la prospérité. C'est ça la question. Est-ce que la monnaie, le fait que nous ayons le CFA, au-delà des taux de change, de parité, etc., est-ce que cela permet que ma population vive dans une relative prospérité? Nous observons que nos pays connaissent d'une année à l'autre des crises successives. C'est lorsque M. Ouattara, chef d'État, ancien Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, patron, je crois, vice-président du Fonds monétaire international, je crois, président de la Banque d'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale. M. Ouattara a passé toute sa vie dans l'opulence. Il ne sait pas de quoi il parle. Lorsqu'il dit que le taux de change, je ne sais pas, fait quoi. Il s'agit de se poser la question. Est-ce que le franc CFA ou l'éco permettent à nos populations de s'en sortir? Parce que l'économie, finalement, c'est pour permettre aux populations, généralement pauvres, de s'élever et de vivre dans une sorte de bonheur. Et la monnaie, là, parce qu'il ne faut pas qu'on nous amène dans le mysticisme. La monnaie sert à quoi? La monnaie sert à échanger les biens et services. Première fonction. J'ai 1000 francs, j'achète le manioc. Mais vous remarquerez que dans nos villages, dans nos campagnes, le manioc, le macabo, le plantain pourrissent et ne sont pas mobilisés. Pourquoi? Faute, appelons ça, d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Parce que quand Ouattara parle du taux de change, des parités et tout ça, ça concerne qui? Ça concerne les populations ou bien ça concerne le système financier mondial qui aime faire ces calculs-là, qui, ma foi, depuis 60 ans, ne nous ont pas prouvé leur capacité à nous élever comme économie moderne. Donc, première chose, la monnaie n'est même d'ailleurs pas une affaire commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les constructions que nous essayons de faire là, relèvent simplement du mimétisme. Tout pays peut avoir sa monnaie. Et il y a des pays au monde qui n'ont que le soleil et la plage, qui ont leur monnaie. Le Bhoutan est un petit pays qui vend les manches à balai. Mais qui a sa monnaie? La monnaie n'est pas, c'est-à-dire toute cette construction qu'on essaie de faire. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec l'euro, monsieur? Qu'est-ce que l'euro cherche là? Pourquoi la France ne nous laisse pas, à la limite, nous planter? On crée notre monnaie, nous avons nos banques, appelons même ça des banques indigènes. Nous voulons faire l'agriculture de manioc. Vous venez, on met en place une économie. C'est-à-dire que nous avons des titres fonciers, nous avons des choses comme ça. On dit, je te donne X francs, ou X monnaie, ou X ou X quelque chose. Vous avez ça et vous allez faire votre plantation. Nous sommes vraiment dans le B à bas. Maintenant, pourquoi on parle de la monnaie en termes d'échange et tout ça? C'est parce que le commerce international est devenu un facteur dominant dans les économies aujourd'hui. Donc vous allez vous rendre compte que vous vendez le cacao, vous vendez le pétrole, vous vendez le bois, le caoutchouc et tout ça. Et c'est donc converti par les monnaies dites monnaie internationale, monnaie forte, le dollar, etc. On appelle ça les devises. Ces devises-là, il paraît que c'est quand vous les avez que vous pouvez faire du développement, que vous pouvez faire de l'investissement. Si vous n'avez pas de devises, donc vous comprenez que nous sommes en plein esbrouf. Mais
il y a donc, à mon humble avis, la première décision, et là je suis d'accord avec le docteur, je crois que nous avons souvent été d'accord sur cette question, nous devons couper ça. Que la France nous laisse. On ne veut pas qu'elle nous aide à avoir quelque relation que ce soit avec qui que ce soit sur le plan de la gestion de notre monnaie. Sur ce plan-là, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, un mois après la tenue du sommet extraordinaire de la CEMAC ici à Yaoundé, consacré justement à cette thématique à ce sujet du franc CFA, il disait effectivement que c'est aux pays d'Afrique centrale de prendre leurs décisions par rapport à leur destin mais c'est ce qu'il dit, monétaire. que la France se retire. Que la France se retire. Que la France ne tienne pas... C'est à la France de se retirer ou c'est au pays, Non, c'est la ou c'est France. également aux pays africains Non, de c'est la décider de France. rompre. Mais, monsieur, c'est la France qui profite de cette affaire. Nous n'en profitons rien du tout. Et c'est bien pour cela que vous les voyez en Côte d'Ivoire, vous les voyez au Cameroun, parce que ça va dans l'intérêt, et quelqu'un a dit ici, c'est le contrôle d'un espace économique. Parce que C'est donc un vœu pieux, c'est une illusion de penser qu'un État qui bénéficie d'une coopération particulière pourrait s'en débarrasser. La coopération avec la France est un rapport d'exploitation, n'est pas un rapport de partenariat. Je vous dis que le Cameroun a suffisamment de moyens, de ressources pour créer sa monnaie. L'Afrique centrale en a encore, a fortiori, massivement des moyens dont la France ne disposera jamais. Vous convenez avec moi, vous La France comprenez certainement, sur nous. Joseph Marie-Lourde, vous comprenez certainement le sens de ma question, Attendez, que ce ne sera pas sur un élan de la France que cette rupture va se faire. Donc ça veut dire que... Comme avec les indépendances, ce n'est pas de la volonté des puissances coloniales que nous avons obtenues. Je suis d'accord avec vous. Oui. Sur le principe, nous voyons bien la France qui veut nous accompagner, va absolument nous accompagner, va absolument nous accompagner. On dit, bon, mais il faut expliquer aux gens, aux économistes, aux jeunes, aux politiciens, que la France ne lâchera jamais, effectivement. Mais qu'il faille que nos États, et quand on dit les États, on parle de qui? On parle des hommes politiques qui gouvernent nos États, ou ceux qui potentiellement veulent gouverner les États, doivent mettre en place des programmes de rupture et d'organisation de leur monnaie, n'est-ce pas, et de politique monétaire nationale ou sous-régionale. Il me semble que cela ne doit plus souffrir de... Et nous avons des hommes, nous avons des ressources, nous avons des financiers, nous avons des monétaristes, nous avons même toutes sortes, nous avons des économistes, des anthropologues, des sociologues, peuvent rentrer dans cette affaire pour nous construire une économie autonome. Et que si nous voulons entrer en relation avec l'Union européenne, que nous allions dans une relation de partenariat avec l'Union européenne en lui présentant notre capacité de production. En lui disant, voilà ce que nous avons du pétrole pour tant de barils, nous avons 300 000 tonnes de cacao, nous avons X tonnes de mètres cubes de bois, et on peut convertir cela. C'est ça, et lorsque je vends, je prends ma devise, j'utilise ma devise. Lorsque je vais acheter à l'extérieur, comme les autres pays le font, comme la Chine le fait, comme la Malaisie le fait, comme la plupart des pays au monde. Nous sommes les 14 seuls États à vivre ce genre de situation. Il faut quand même, il faut que on ouvre les yeux et qu'on se rende compte que tout ce qu'on fait là, c'est cosmétique. Le taux de change, la parité. 60 ans plus tard, est-ce qu'on peut faire le point? Et 60 ans plus tard, on peut nous faire tirer l'historique du compte d'opération, des comptes d'opération. Est-ce qu'on peut nous dire combien nous avons déposé et combien nous avons reçu en termes de 50% ou 60%, je ne sais plus à combien ça s'élève aujourd'hui. Il y a donc dol. Il y a quelque chose là-dedans, c'est que nous sommes dupés depuis plus d'un siècle, minimalement. Aristide Miller, vous voulez réagir? Oui, c'est sûr, beaucoup plus sur la question que vous avez posée à Joseph Marie Lungu, c'est de savoir si c'est la France qui doit se retirer. Je pense que sur cette question, c'est beaucoup plus
une question des traités internationaux, c'est beaucoup plus des questions juridiques. Parce que c'est des conventions qui ont lié ces États. La convention sur la coopération monétaire de 72, la coopération sur le compte de l'Afrique 73, ça, c'est des traités internationaux. Je pense que c'est des questions juridiques. Ils disent que chacun peut se retirer quand il veut. Très bien, et c'est pour ça que je voulais... D'où l'intérêt de ma C'est question. pour ça que je voudrais rappeler dans l'intérieur que le compte d'opération, il laisse la possibilité à tout État, n'est-ce pas, qui ne voudrait plus faire partie de la dite convention de se retirer. Alors, ce n'est pas la France de se retirer, mais c'est aux États. Et comme la France fait partie de la convention, il appartient à chacun des États de cette convention, quand il se rend compte que ça ne lui fait plus, ou alors ça ne lui apporte plus de bénéfices, ou ce n'est plus pour lui un avantage, de se retirer. Alors c'est sur cette question que je voulais juste apporter. Mais vous conviendrez avec moi, c'est pour que c'est ça le piège. Le piège, c'est que vous croyez que vous pouvez vous en sortir. C'est ça le piège. Vous ne pouvez pas vous ne quittez pas comme ça, c'est impossible. Les enjeux sont trop forts. Et qui bénéficie de ça? Bon, vous qui êtes financier, quand vous faites votre analyse, qui profite de cette... Je pense que la question est véritablement technique. Elle est vraiment technique parce que aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un tabou. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le fonctionnement des mécanismes monétaires. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de monnaie à quelqu'un, il ne sait pas de quoi il s'agit, c'est seulement qu'il connaît 1000 francs, 10 000. Mais les mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement de ces monnaies, c'est ça qui en a la coopération monétaire. Et c'est là où il y a tout le débat. Parce qu'en réalité, si nous devons collaborer, nous devons coopérer avec la France, il y a des termes de coopération. Déjà que c'était une coopération avec la France. Maintenant, nous sommes passés du franc CFA avec le franc français vers pour le franc CFA avec l'euro. En réalité, il s'agit d'une coopération et non plus avec un pays, mais une coopération avec une zone monétaire. Une zone monétaire. Ça, c'est même très grave. Une zone monétaire. Ce qui fait que moi, je pensais que lorsque les pays africains de la zone franc allaient se réunir, allaient mettre ça au débat en disant que bon, tiens, hier c'était avec un pays, maintenant il est question pour nous de coopérer soit avec la zone dollar, soit avec la zone euro, soit avec la zone renminbi, soit avec la zone yen. Donc c'est de ça c'est la convention, c'est le rapport, les contrats entre les États sur le fonctionnement des mécanismes d'échange monétaire qui est beaucoup plus important que la monnaie en tant que telle. Très bien, message avant d'accueillir le quatrième invité, Idriss Linge, auteur, on va dire, de cette révélation à l'agence Ecofin. Bonsoir, c'est pour les politiques monétaires dans les zones CEMAC et UEMOA ou keynésiennes et monétaristes s'opposent sur les stratégies adoptées. N'avantage-t-elle pas la France au détriment de nos intérêts? C'est un message signé Salomon Ofemba et Femba Olé depuis SOS Yaoundé. Bonsoir à vous, Idriss Linge. Bonsoir Serge. Bienvenue, comment vous allez? Ça peut aller. On va dire que c'est quasiment grâce à vous, le travail que vous avez effectué, que le grand public découvre ce que vous avez vous-même appelé cet accord entre la France et les pays de la zone CEMAC vers une mutation à l'éco, un peu comme cela s'est passé en Afrique de l'Ouest. Je voudrais revenir avec vous sur ces questions de parité. Le président Ouattara l'a dit, cela a été utile aux économies de l'UEMOA, notamment en termes de maîtrise de l'inflation. Sur cette question-là, vous avez l'impression que c'est un atout, ça a été un atout également pour les économies d'Afrique centrale et ce le sera encore, maintenir cette parité, parce que c'est l'une des conditionnalités, l'une des conditions de passage à l'éco-Afrique centrale. Bon, déjà, il faut comprendre Je vous soumets également la question. Hein. C'est quand vous voulez, soit par cette question, soit par la mienne, celle de Salomon. D'accord, déjà, il faut comprendre qu'on ne passe pas du ZAF, qui est le nom de code de l'Afrique centrale, à une autre monnaie qu'on appelle l'éco. Tel que les investisseurs nous ont fait tenir, ce qu'eux, ils ont retenu des autorités, c'est que la monnaie sera renommée. Ce qui tendons à soutenir ce que disait le précédent interlocuteur qui disait que la monnaie est un système. C'est-à-dire que ce sera le même système, mais il y aura une renomination si jamais c'est validé, de la monnaie. Et ça fait grand bruit, c'est normal. Il y a beaucoup de sensibilité sur la question du CFA, mais je voudrais juste rappeler que le dollar
est le nom de la monnaie d'au moins 4 pays, notamment l'Australie, le Canada, les États-Unis évidemment. Et après, on a des pays africains comme la Namibie, professeur, vous ne me demanderez pas, et le Zimbabwe, dont la monnaie s'appelle aussi le dollar. Donc je crois que les pays et les groupes de pays sont libres de renommer les monnaies comme ils l'entendent. Évidemment, lorsqu'on dit de renommer la monnaie Afrique CFA, enfin, zone CEMAC en écho, ça peut soulever un certain nombre de problèmes. Maintenant, pour revenir à la question de la parité, malheureusement, je ne sais pas qui en parlait, c'est peut-être M. Ilundu, il a bien fait de parler du commerce international, mais je crois qu'il n'est pas rentré dans les détails parce que je pense qu'il a une posture un peu panafricaniste. Je pense que une fois que vous n'avez pas la capacité, soit militaire, soit industrielle, à pouvoir vous imposer sur la scène internationale, vous subissez les autres. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent en Afrique, c'est que lorsqu'il y a des problèmes, comme la crise du coronavirus qui a ébranlé les économies du monde, les États-Unis passent des accords monétaires avec plusieurs banques centrales pour permettre que ces pays accèdent toujours au dollar et donc maintiennent la stabilité de leur monnaie par rapport au dollar. Je pense, professeur, que vous le savez ça. Ce qu'ils appellent les accords de swap de dollars. Et ils ont signé ces accords avec des pays comme la Suède, comme l'Union européenne, comme l'Australie, je pense, comme le Japon, pour faire en sorte que lorsque ces pays veulent faire leurs paiements internationaux, dans la mesure où 85% des paiements internationaux sont aujourd'hui faits en dollars, on peut critiquer ou on peut ne pas critiquer, mais c'est ça le fait, ils ont permis que ces pays accèdent au dollar à des taux préférentiels. Ce sont des accords monétaires. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est que si on veut discuter de la parité monétaire, cela doit se faire avec un minimum, avec trop peu de passion. Parce que la parité monétaire s'évalue comment? Elle s'évalue par rapport à la capacité d'un pays à s'auto-satisfaire en termes de besoins, ce qui ne la contraindrait pas à aller sur le marché international. Et donc, elle ne sera pas forcément contrainte de vous demander des dollars qui peuvent peser sur la valeur de son taux de change. Et le Nigeria, par exemple, qu'on cite toujours un exemple, il a eu une monnaie qui était à parité fixe au dollar jusqu'en 2016. C'est en 2016, professeur Nitedem, hein, que vous pouvez confirmer ça. C'est en 2016 qu'ils ont décroché du dollar. Et depuis lors, pour maintenir la stabilité du Naira, les Nigérians émettent des obligations locales qui sont destinées à des investisseurs internationaux. Ça a un avantage et ça comporte des risques. Ceci pour dire qu'il n'y a pas une situation parfaite en matière de gestion monétaire. Oui, nous pouvons décider de sortir de là, d'avoir notre monnaie et d'avoir toutes ces coquetteries dont nous parlons tous les jours dans des débats. Mais la vraie question est, est-ce que les programmes de bataille monétaire, les programmes de bataille économique ont été suffisamment mis en place? Et pour le cas des pays comme ceux de la CEMAC, où la productivité économique reste assez faible, où l'essentiel des besoins de consommation est satisfait par des produits d'importation, je crois effectivement qu'il est temps, si on veut vraiment décrocher de ce que vous appelez l'embrigadement de la France, de devoir se préparer sur le plan du tissu de production et même des relations économiques avec les autres pays. Maintenant, vous demandez à qui ça profite. C'est une question intéressante, mais dire que ça profite directement à la France, je pense que c'est un peu pressé. Parce que aujourd'hui, le pays qui bénéficie le plus de la stabilité de notre valeur de change, c'est un pays comme la Chine. Parce qu'il peut prévoir à peu près quels seront les risques de change sur les échanges commerciaux avec le Cameroun. Et aujourd'hui, avec la CEMAC. Et aujourd'hui, la Chine est clairement le pays qui tire le plus avantage des relations commerciales avec les pays de la zone CEMAC, avec un large excédent commercial. Donc je crois en effet qu'il y a un besoin d'affirmation, mais il faut y aller pas à pas. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre la charrue, je dirais même pas avant les bœufs, mais la charrue sur les bœufs. On risque de se retrouver dans un chaos
qu'on ne peut pas contrôler. Ça veut dire que les économies d'Afrique centrale, par exemple, ne sont pas prêtes à franchir le pas de l'autonomie. Non, je pense, ce qu'il faut dire, hein, je pense que déjà il faut comprendre que il y a près de 54 pays qui ont des accords monétaires du style CFA. Ce n'est pas seulement les 14 pays d'Afrique. Vous avez le Qatar, par exemple, qui a le même type d'accord avec les États-Unis. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ont le même type d'accord. À un moment donné. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne débat pas des moyens de paiement lorsqu'on n'a pas nous-mêmes la production. Je crois qu'on peut débattre des moyens de paiement. Il faut déjà parler de production. Si vous devez avoir votre monnaie, qui est votre coquetterie à vous, qui s'appelle monnaie, c'est pas moi quoi, manioc ou monnaie patate douce, et que vous devez aller acheter quand même le portable fabriqué par un Américain, excusez-le de vous demander, excusez-lui de vous demander de le payer dans la monnaie que lui il reconnaît. Il vous dira, votre coquetterie, je ne la connais pas. Donc, si on veut se lancer dans cette bataille, ça ne peut pas, à mon avis, monsieur Lundu, être une bataille de pays, mais ça doit être une bataille régionale, une bataille de l'Afrique. Et aujourd'hui, on a une opportunité avec la Banque africaine de développement qui a une monnaie africaine que nous ne connaissons pas. Ce que nous appelons, ce qu'ils appellent à la BAD, les unités de compte. La BAD prête au pays en unités de compte, qui sont par la suite convertis en monnaie locale. Et aujourd'hui, l'unité de compte de la BAD est convertible dans plusieurs monnaies. C'est ce qui fait de cette institution celle qui est capable de lever des fonds partout pour venir soutenir le développement. Mais ça, il faut qu'on construise derrière. Il ne s'agit pas de passion, en fait. Si on est passionné, on va aller vraiment, ce que vous appelez drame, vous allez vivre plus de drame encore. Et je sors en disant que quand vous dites que les pays de la zone CFA n'ont pas avancé, à la vérité, quand nous comparons les économies à monnaie flexible, comme par exemple le Kenya, qui a 40 millions d'habitants, qui a une économie très forte, vous vous rendez compte en effet que la courbe de progression du PIB, du produit intérieur brut, comparée du Kenya à la CEMAC, je compare les deux, parce que le Kenya a presque la même population que la CEMAC, vous vous rendez compte que le Kenya n'a jamais eu un écart de progression beaucoup plus large par rapport à celui de la CEMAC. Donc je pense qu'il y a des opportunités chez nous, mais nous avons peut-être le mauvais leadership économique et c'est pour ça que nous vivons des problèmes. Mais sinon le Qatar, qui a le même système de parité fixe que la zone CEMAC et la zone UEMOA, est un pays qui a atteint un certain niveau de développement. Les Émirats arabes unis sont parvenus à mettre un système économique rentable. L'Arabie saoudite a mis un système économique rentable. Ce n'est pas des systèmes d'exploitation néo-coloniaux. Parce que c'est ça le problème. Non, je pense qu'il y a un enjeu d'exploitation je pense que qui est permanent. Non, il faut comprendre. Et que vous ne pouvez pas nier. Non, monsieur Lundu, il faut comprendre une chose. Non, je voudrais vous attirer votre attention il y a longtemps, sur le fait que vous faites des comparaisons. Non, attendez, il y a qui nous donne l'impression que vous voulez banaliser le phénomène. Je ne banalise rien. Et cela me vous donne des faits. Me gêne personnellement énormément. Non, je vous donne des faits. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté en 1960 de la France d'isoler les économies de colonies de son économie réelle avec une monnaie locale est une chose tout à fait normale. Parce que c'était une économie d'un genre particulier. Ça a profité à la France, c'est vrai. Mais je vous dis aujourd'hui... Qu'est-ce qui était une économie d'un genre particulier? Les économies des colonies n'étaient pas encore développées comme celles des pays occidentaux. Mais qui contrôlait ces économies? Non, nous sommes totalement d'accord. Attendez, c'est un autre débat. Parce que c'était même une économie. Je vous prends un cas simple. Est-ce que vous savez... C'était des champs d'exploitation. Est-ce que vous savez aujourd'hui... Est-ce que vous savez que l'apartheid monétaire n'est pas le seul fait des pays colonisés, des ex-colonies? L'apartheid monétaire... Ça ne règle pas mon problème. Attendez. L'apartheid monétaire est vécu aujourd'hui dans les pays. La Chine s'est par exemple rendu compte qu'un pan important de son économie n'avait pas accès à la monnaie chinoise émise par la Banque centrale de Chine. Ils sont en train de créer une monnaie digitale parallèle qui va développer un pan de l'économie qui est exclu. Malheureusement, nous sommes exclus. Mais juste le dire et le clamer n'est pas une attitude. Il faut donc aller vers des solutions et c'est là où peut-être nous on peut se rejoindre. Mais la solution n'est pas de dire on va couper avec la France, on va faire ceci parce que ça ne résout rien du tout. On doit se séparer de la France, mais il faut travailler cela. C'est la différence des discours.
Très bien, je vous propose, cher monsieur, avant de poursuivre le débat, de mettre le cap sur Douala. Nous allons aller là-bas pour recueillir la contribution du docteur Jean-Marie Biada, il est économiste, sur cette question du franc CFA, notamment de la mutation au changement de nom, comme vous l'avez si bien nommé Idriss Linge, de franc CFA à l'éco. On l'écoute et on revient pour la suite. Alors, mutation du franc CFA à l'éco, avancée ou perpétuelle dépendance monétaire. Je devrais faire une analyse à double détente, en commençant d'abord par rappeler quelques généralités sur le franc CFA et ensuite, en tant que spécialiste en accompagnement des PME au quotidien et des questions monétaires également, je vais puiser dans la réalité pour indiquer ce qui pourrait être considéré comme avancé et en même temps, dans un deuxième temps, confirmer l'extrême dépendance monétaire qui pourrait être consacré par l'entrée en vigueur de l'éco avec la configuration actuelle. Premièrement, donc, le franc CFA est une monnaie, là je parle de la théorie, est une monnaie qui devrait avoir cours légal dans ce qu'on appelle la zone monétaire CFA. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est la seule curiosité à travers le monde, parce que dans une zone monétaire, la monnaie qui est émise a cours légal dans tous les pays qui utilisent cette monnaie. Malheureusement, quand on parle de la zone CFA, on se retrouve face à 15 pays. Les gens ont tendance à oublier le Comore. Les îles Comores font partie de la zone CFA. Et malheureusement, dans cette zone, on va donc avoir 3 sous-zones monétaires, ce qui n'est pas courant dans le monde entier. Donc, on devrait avoir la zone monétaire franc CFA et le franc CFA devrait avoir cours légal dans cette zone-là. Malheureusement, on a donc une zone CFA fragmentée en 3, je vais appeler ça sous-zone monétaire. Vous avez donc la zone monétaire franc CFA Afrique de l'Ouest, dont le code international de désignation, c'est XOF. Donc, si vous regardez la norme internationale des codes monétaires, ISO 4217, ça indique très bien que XOF, c'est le franc CFA qui a cours légal dans les 8 États de l'Afrique de l'Ouest de l'UEMOA. Vous avez la deuxième sous-zone monétaire, c'est à titre de rappel, vous le savez, c'est la zone franc CFA Afrique centrale, XAF. C'est comme ça qu'on appelle donc le franc CFA émis dans la zone qui couvre les 6 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République centrafricaine et enfin le Congo-Brazzaville. Et enfin, vous avez maintenant le franc CFA qui a cours légal dans les îles Comores, dont le code international de désignation est KMF. La grosse curiosité également, c'est de constater que dans cette même zone franc CFA, toutes ces sous-monnaies que je viens d'indiquer ne se valent pas, n'ont pas la même contre-valeur. Donc, le franc CFA Afrique centrale savent par exemple, au jour d'aujourd'hui, 1 euro, enfin, la parité est telle que 1 franc comorien égale 1,32 francs CFA, Afrique centrale. En d'autres termes, quand je prends 1 euro, je débarque en Afrique centrale ici, il faut à peu près 650, c'est environ 656 francs CFA, Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest pour pouvoir obtenir 1 euro. Mais quand je fonce aux îles Comores, par exemple, 1 euro, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, mardi 5 août 2020, 1 euro égale 432,47 francs comoriens, en abrégé KMF. Vous voyez donc très bien que le monsieur qui est dans la zone franc CFA, Afrique centrale, sera une bonne cible pour l'entreprise qui est située en France, qui veut vendre dans le marché africain. Elle aura tendance à vendre beaucoup plus au Cameroun, parce qu'en fait, pour 1 euro, il va récolter 656 francs CFA. S'il envoie la même marchandise aux îles Comores, abstraction faite dans des coûts de transport et autres frais logistiques, cette marchandise ne lui rapportera que par euro 452,47 francs CFA, un peu moins de 450 francs CFA. Franc comorien, cette fois-là, franc CFA qui a cours légal aux îles Comores. Alors, quand je montre donc toutes ces contrariétés qui sont visibles, qui sont pratiquées par les opérateurs économiques en passant d'une sous-zone économique, que je sois d'une sous-zone monétaire, que je sois aux Comores ou bien en Afrique centrale, CEMAC, ou alors en Afrique de l'Ouest, UEMOA, vous voyez très bien que c'est une grosse curiosité. De deux,
le franc CFA ou alors la zone monétaire franc CFA, ici en Afrique, reste la seule survivance des monnaies coloniales. À titre de rappel, je vous indique qu'il existait une zone sterling qui couvrait le Nigeria, qui prenait également le Kenya, qui prenait bref toutes les colonies londoniennes, toutes les colonies britanniques qui étaient ici en Afrique. Il y avait donc cette zone monétaire-là qui existait, mais la zone sterling a disparu. Il y avait également la zone réelle, parce qu'en fait le Portugal a colonisé un certain nombre de pays au niveau de l'Afrique qu'on appelle les pays lusophones. Donc une zone monétaire avait été mise en place qu'on appelait dans la zone réelle, qui est la monnaie utilisée au Portugal, mais cette zone-là a également disparu. Donc le franc CFA, ou alors la zone monétaire franc CFA, reste un peu comme une survivance des zones monétaires coloniales qui ont existé sur le continent. Donc il me fallait donner d'abord toutes ces indications et vous dire maintenant que passer maintenant de l'éco au franc CFA, est-ce une avancée? Tel que j'ai suivi le dispositif décliné à Abidjan, oui, c'est une avancée en ce sens que aujourd'hui, toutes les recettes d'exportation, je prends le cas du Cameroun, je reste là, de l'Afrique centrale, toutes les recettes d'exportation qui partent de l'Afrique centrale vers l'Europe ou l'Asie, toutes ces recettes-là qu'on a glanées de part en part, c'est centralisé au trésor français. C'est-à-dire c'est l'argent de la France, ce n'est pas l'argent des Camerounais. Un exemple simple, lorsque le Cameroun a eu à vendre 56% de ses actions à AS Sonel, à AS Cops, à l'époque AS Sirocco, mais ils ont tiré un chèque en juillet 2001 à l'ordre du trésor public camerounais parce que l'argent de l'État, le caissier de l'État s'appelle le trésor. Donc n'allez pas imaginer qu'il y ait de l'argent là-bas au trésor qui n'appartient pas à l'État. Vous voyez très bien la grosse contrariété, la grosse curiosité. L'opérateur économique qui est dans le secteur agricole, par exemple, au Cameroun, réfléchit pour trouver la zone, on va appeler, la zone agroécologique propice à la culture de telles spéculations agricoles. La France n'est pas là. Cet opérateur se bat maintenant pour trouver les engrais, les pesticides, les fongicides, les herbicides. La France n'intervient pas. Cet opérateur traite son champ, soit à l'aide des atomiseurs, au moyen des atomiseurs, ou bien des pulvérisateurs. La France n'intervient pas. Le monsieur récolte, sèche, transporte jusqu'ici, et on vend donc ça à l'étranger. Sur les 10 sacs que le monsieur vend, la France prélève pratiquement. La France ne prélève même rien. Vous centralisez tout cela, les 60%, 65%. Aujourd'hui, on en est. À l'époque, on était à 85%. On était à 85%, c'est descendu à 65%, donc depuis presque ces 5 ou 10 dernières années, on est à 50%. Donc la moitié de ce que ce pauvre opérateur a fait ici sans l'intervention de la France est centralisé dans les caisses du Trésor français, c'est-à-dire ça appartient à la France. Les gens sont parfois surpris qu'en Afrique de l'Ouest, ça marche passablement mieux qu'ici, en Afrique centrale, mais c'est dû au fait que, au lieu que leurs recettes d'exportation soient centralisées au Trésor français, c'est plutôt centralisé à la Banque centrale de France, à la Banque de France. Donc ce n'est pas au Trésor français. Au Trésor, ça appartient à la France. Or, de là maintenant, c'est dans une banque. On va rémunérer du mieux qu'on peut. Et vous voyez même, c'est une parenthèse, la grosse difficulté qui est au Cameroun à mettre le projet compte unique du Trésor, c'est parce que on demande aux entreprises que nous avons ici, une 37 à peu près, établissements publics administratifs, d'ouvrir des comptes, et même à certaines entreprises publiques d'ouvrir des comptes au niveau du Trésor. Malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas possible. Même les communes qui sont des démembrements de l'État devraient ouvrir un compte au Trésor. Vous voyez combien c'est lourd, parce que quand l'argent est déjà au Trésor, ça appartient à l'État. Et on dit en comptabilité que l'État ne fait pas faillite. Donc, si l'État vous doit de l'argent, je vous prends un exemple. Les gens à qui l'État devait de l'argent à la suite de la liquidation de l'ONCPB, l'Office national de commercialisation des produits de base, ça a été liquidé, je ne sais pas, en 88 ou en 90. Nous sommes rendus à 30 ans, 32 ans plus tard. Le dossier est toujours en cours, hein. Le dossier en cours. Donc, vous ne constituez, il est interdit en comptabilité de constituer une provision pour couvrir une créance que vous avez sur l'État. On fait l'hypothèse que l'État, c'est toujours un bon payeur. Mais on ne limite pas ça dans le temps. Le principe comptable ici, de comptabilité, c'est de maintenir que si on voit que vous avez constitué une provision pour couvrir une créance que vous avez sur l'État, l'expert qui vient vous auditer sera obligé de redresser en disant non, vous avez voulu dissimuler des revenus, messieurs. La créance de l'État sera payée, quel que soit le temps.
Quand j'ai fini de le dire maintenant, regardez, donc c'était pour montrer la différence entre le franc CFA Afrique centrale et le franc CFA Afrique de l'Ouest. Le franc CFA Afrique centrale est domicilié. Les recettes d'exportation notamment, de tout ce qui sort de la CEMAC sont domiciliées à 50% au Trésor français, alors que en Afrique de l'Ouest, c'est domicilié toujours à 50%, non à la Banque de France, à la Banque centrale de France, et non pas au Trésor français. Voilà la grosse difficulté. Alors l'avantage, l'avancée que j'indique donc, l'avancée que moi je perçois à travers cette évolution, c'est quoi? C'est que on va supprimer donc ce principe, pas ce principe, mais même dans la pratique, ça devrait se faire comme ça. On ne va plus centraliser les recettes d'exportation dans nos comptes de devises. Nos réserves de change ne vont plus être domiciliées pour le cas de l'Afrique centrale au Trésor public français, ça ne va plus être le cas. Je parle encore bien de la théorie et le principe tel qu'on nous l'a exposé pour ce qui était de la mutation en cours du franc CFA à l'éco. En Afrique de l'Ouest, on va également supprimer cette centralisation-là. Donc, quand nous vendons en Chine, au Japon, en France, aux États-Unis, on nous paye intégralement ici au Cameroun. Bonsoir. C'est toi qui es le modérateur, pas moi. Retour sur ce plateau. Dr. Nitedem, un commentaire sur l'analyse du Dr. Biada. Je ne souhaiterais pas revenir sur ce qu'il a dit. Il y a quand même un certain nombre de contre-vérités. Il donne à croire que l'argent des Africains ou bien des Africains de la zone CFA est saisi par la France. L'argent, n'est-ce pas, issu des exportations, ce n'est pas le cas. De toutes les façons, qu'on ait une monnaie autonome ou pas, on aura besoin des devises pour payer les importations. Donc, il y a un mécanisme qui a été mis sur pied pour justement, la France qui a voulu justement sécuriser les importations ou les exportations envers l'Afrique, a décidé que cette quantité de devises soit gardée, n'est-ce pas, mais pour le compte des pays africains. Mais cela dit, ce que je voudrais dire, et je voudrais revenir à une question que vous avez fait circuler sur le plateau, sur la parité du CFA, sur le fait que le président Ouattara a vanté le mérite de la stabilité du franc CFA. C'est vrai, je suis d'accord avec le président Ouattara, c'est la seule chose positive qui appartient au CFA aujourd'hui. La seule chose positive que le CFA nous donne, c'est cette stabilité. Mais c'était valable il y a de longues années, au moment des indépendances. Tout dépend de ce que nous voulons faire maintenant. Est-ce que nous voulons rester, n'est-ce pas, ce comptoir de vente ce comptoir de vente de produits transformés et ce fournisseur de matières premières pour la France? Dans ce cas, le CFA, c'est la meilleure chose que nous devons avoir. Et là, je suis d'accord avec Idriss Lenz, qui est un bon défenseur du CFA. Non, pas du tout. S'il fallait quelqu'un pour bien défendre, c'est qu'il a des arguments solides pour cela. Mais je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons cesser d'être des fournisseurs des matières premières et des consommateurs de produits importés de l'Europe et notamment de la France. Cette France a mis en place le CFA pour sécuriser non seulement l'achat des matières premières, et aussi pour sécuriser la vente de ces produits transformés. Or, il y a beaucoup d'années que l'Afrique devait cesser d'être ça. Et en fait, en réalité, on nous infantilise. On donne l'impression que nous sommes incapables de gérer une monnaie qui fluctue. On se dit, pour eux, il faut un taux stable. Justement, il faut compter sur la parité flexible. La politique économique doit être, c'est un avantage de la politique économique. C'est une flexibilité même de la mise en œuvre de la politique économique d'avoir une monnaie qui fluctue. On a vu la Chine dévaluer sa monnaie 3 fois en une année pour booster les exportations, justement. Si la monnaie chinoise avait un taux fixe, ça aurait desservi, n'est-ce pas, la Chine à ce moment-là. Donc, pour mettre en œuvre une politique économique qui soit bénéfique et efficace pour eux, la Chine a décidé de dévaluer sa monnaie 3 fois pour mieux vendre à l'extérieur. Alors, il est question pour nous, et c'est ce qu'on dit depuis, il est question que l'Afrique cesse d'être le pourvoyeur des matières premières et le consommateur des produits importés. Il est question qu'on fabrique ce que nous consommons et nous consommons ce que nous fabriquons. De toutes les façons, on entend bien les pouvoirs publics parler de la production du Made in Cameroun. Si on s'inscrit dans le Made in Cameroun, si on s'inscrit dans la production, dans la transformation locale, à ce moment, la conséquence logique, c'est d'avoir sa propre monnaie.
On n'est même pas obligé d'avoir une monnaie commune dans ce cas. C'est d'avoir sa propre monnaie pour justement donner cette flexibilité à la politique économique. Elle n'est pas flexible aujourd'hui. Regardez comment nous souffrons pour nos... Je reviens toujours sur le cas du Covid, cette pandémie. Il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les drones monétaires, il y a la création de monnaie, il y a les achats de titres, il y a tous ces mécanismes qui devaient être mis en place. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas la main sur le levier de la politique monétaire. Or, la France, ce n'est pas la préoccupation de la France de gérer notre politique monétaire pour nous aider à nous sortir de cette mauvaise passe. Pourquoi le faire? Donc, en fait, l'avantage ou bien ce qu'on met en avant, la stabilité qui est toujours mise en avant pour défendre le CFA, pour moi, me semble dépasser au regard des objectifs économiques, au regard de l'ambition économique de l'Afrique. Aucune région de l'Afrique ne peut se développer sous ce schéma, dans ce mécanisme. Il faut véritablement changer de paradigme si on veut se développer. Mais si on veut rester, n'est-ce pas, des producteurs de matières premières, et dire qu'en réalité, cette monnaie leur permet de fixer les prix des matières premières. Nous ne sommes pas des price makers pour le cas, nous sommes des price takers. C'est justement la France qui prend les devants pour fixer le prix de matières premières. On sait ce que ça nous a déjà coûté. Ça nous a coûté une crise économique. La crise économique de 1980, des années 80, est en grande partie due à la détérioration des termes d'échange. Et qu'est-ce qui a conduit à cette détérioration? On le sait très bien. Et la dévaluation, je vous en parle. La constitution camerounaise dit clairement que la monnaie relève du domaine de la loi. Alors, quand on a dévalué le CFA au Cameroun, est-ce que notre Parlement a été consulté? Pas du tout. Ce n'est pas une loi camerounaise qui a mené à la dévaluation. Mais c'est la France qui a décidé du jour au lendemain de dévaluer cette monnaie. C'est vous dire que nos pays n'ont véritablement pas, n'est-ce pas, de main sur le levier de la politique monétaire. Et ce qu'on est en train de faire, cette réforme du CFA, qui va juste nous amener à changer de nom, je crois que c'est M. Lundu qui l'a dit, il y a un dol, il y a dol. En fait, on continue à nous infantiliser. Il est temps que l'Afrique prenne son destin en main. Il est temps que les responsables de la zone, les autorités politiques de la zone CEAC, j'insiste sur la zone CEAC, qui a les 6 membres de la On parlera tout à l'heure de la zone CEAC dans le cadre du projet de création d'une monnaie africaine. Tout à fait. Et ces deux prismes soient les zones intermédiaires CEAC, effectivement, pas CEMAC. Tout à fait. Il faudrait donc que les responsables politiques prennent leurs responsabilités. Je dois dire, vous avez me posé une question tantôt de savoir si c'est la France qui doit se retirer ou c'est les Africains. L'histoire nous montre qu'à chaque fois qu'un Africain, un leader africain, a pris son courage à deux mains, a tenté de quitter la zone CFA, on sait le sort qui lui a été réservé par cette fois. Il faut le dire. Peut-être parce que généralement l'histoire est têtue là-dessus. Il y a des cas, il y a beaucoup de cas qu'on peut citer de leaders qui ont été sacrifiés à l'autel du CFA. Il faudrait que les peuples le comprennent et soutiennent leurs leaders pour que le leader ne va pas tout seul pour être guillotiné, pour aller à la guillotine, que ce soit un mouvement collectif, un mouvement d'ensemble pour permettre de peser lourd et d'empêcher, n'est-ce pas, de se retrouver dans le même travers. Et Idriss, je vais peut-être pour une fois... Une brève réaction avant de... réaction, monsieur Lundou. Je vais pour une fois être peut-être un peu en désaccord avec le prof. Oui. Premièrement, je ne défends pas le CFA. Notre travail au quotidien consiste à donner des informations utiles pour les prises de décision des investisseurs. Et c'est leur lieu de rappeler que c'est dommage que nos travaux intéressent plus les investisseurs internationaux, britanniques, français, chinois, que les investisseurs nationaux. Et ces gens nous appellent, nous consultent. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a été informé qu'il y avait un accord sur la question du CFA, parce que les investisseurs nous consultent. La deuxième chose, c'est que cette flexibilité monétaire dont a parlé le prof, elle est aujourd'hui possible pour le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, mais ils ne l'ont pas utilisé. Aucun de ces... J'ai dit, il y a actuellement une analyse au Nigeria pour racheter des obligations d'État, mais la Banque centrale s'y oppose. En Afrique du Sud, la Banque centrale a essayé d'injecter des liquidités en reprenant des titres, mais c'était uniquement parce que des investisseurs internationaux ont commencé à vendre les titres, des titres publics sud-africains, et ça a fait
baisser la parité durant... Oui, mais monsieur, je dois vous interrompre un instant, parce qu'en fait, vous parlez encore des investisseurs. La stabilité arrange les affaires des investisseurs. Ça, il faut le dire clairement. D'accord. Au moins, c'est la prévisibilité. Il n'y a pas d'incertitude. Mais nous parlons des États africains et des peuples africains. Mais pourquoi les peuples africains ne peuvent pas devenir un peuple d'investisseurs? C'est ça la vérité, professeur. Je crois que c'est de là c'est ça qui est question. Monsieur, c'est pour moi, je pense que... Pourquoi on n'est pas investisseur? Je voudrais ramener Idriss quand même à la sagesse africaine. Non, mais il ne s'agit pas de sagesse. Attendez, il s'agit d'intérêt et de rentabilité. Quand vous parlez, je vous écoute. Très bien, il a réagi. Je vous écoute et je vous demande. Tout à fait, oui. D'accord. C'est les arbres de même taille qui se parlent les singes. Ça, j'ai pas compris. C'est les arbres de même taille qui s'échangent le chair. J'ai très bien compris. Oui, c'est une sagesse africaine, je la connais très bien. Et vous êtes là, vraiment à côté du sujet, parce que, en fait, vous êtes dans le sujet quand vous êtes dans votre élément. L'analyste financier international. Mais vous ne parlez pas du Cameroun. Vous parlez de la BEAC et vous parlez des investisseurs. Le Cameroun vous ne parlez pas du gars d'un Colombier 2 qui ne voit pas passer 5 francs pendant une semaine. Mais qui achète un Samsung? Qui achète un Samsung? Qui ne peut même pas acheter. Non, il achète le Samsung. Pourquoi? Il achète le Samsung. Pourquoi? Et il a une moto Votre chinoise. CFA, votre CFA là, n'est pas prévu pour acheter le manioc. Il y a tout un pan de l'économie nationale qui est ignoré par ce mécanisme du CFA. Tout un pan de l'économie qui représente peut-être même 80% de l'économie. Regarde ma tante au village, ma grand-mère qui mange le fosse ou les chenilles est loin du CFA. Et je dois ajouter à son moulin pour dire ceci. Lui, sa grand-mère n'a pas besoin des importations, de porter ces choses que nous attendons à l'extérieur. D'avoir ces téléphones, justement, qui nous coûtent cher. Non, attendez que j'arrive. Qui nous désarticule notre balance commerciale. On n'a pas besoin de ça dans nos pays pour se développer. On peut justement commencer par consommer ce que nous produisons. Et nous contenter de cela. Et c'est très important. Et même, je dois dire, que l'Afrique centrale est plus extravertie d'ailleurs que l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais dire ici, docteur... C'est pour ça que je le rejoins. 90% des tissus d'Afrique de l'Ouest est importé des Chines. Dans un pays... Et vous le savez pour ça. Dans un pays où tous les départements portent le nom d'un cours d'eau. D'un cours d'eau. D'un cours d'eau. Oui. Nous importons pour 200 milliards de poissons. 200 milliards. Voilà la réalité. La faute à qui? Non, c'est ça la réalité. Mais la faute à qui? C'est la réalité. Non, c'est pas le CFA. C'est pas le CFA. Je vais vous expliquer pourquoi. Les investisseurs on ne fera pas le ping-pong, sur le plateau. On permet monsieur Loudou de... C'est vrai que c'est pas. Mais si vous laissez parler. Vous avez travaillé sur les filières. Dites-lui que c'est pas vrai. Idriss, on permet à Jacques Moyen de terminer. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Permettez m'empêcher de parler quand même. Je ne parlerai pas. Mais non, vous allez parler. Non, c'est qui veut qui parle. D'accord. Vous ne pouvez pas aller dans une banque de la place aujourd'hui, demander qu'on vous finance un étang de poissons. Mais vous pouvez, si vous avez votre monnaie locale, injecter directement, à travers une planche. Vous tirez, vous dites aux gens, allez me faire des étangs. Non, c'est vrai que ça peut... L'inflation est contre. Je vous dis que... C'est vrai que... Je vous dis que... C'est pas possible. Je vous dis que vous êtes dans un carcan. Vous êtes dans un carcan. Mais pas du tout. C'est-à-dire que mon poisson que je fais en Bancomo n'a rien à voir avec le CFA. La preuve, il n'y a pas une banque au Cameroun qui est prête à financer l'élevage de poissons. Il n'y a pas de banque au Cameroun prête à financer le manioc. Mais il y a des banques prêtes à financer la voiture. Prêtes à financer la voiture de 80-90 millions que l'on garde devant un ministère. Le matin, passe toute la journée, c'est une PME qui est là. Et le soir, elle ramène le secrétaire général à la maison. Donc, nous sommes face à une situation où... C'est pas le CFA, monsieur Loudou. Si. C'est la gouvernance. Non, c'est pas la gouvernance. Mais je voudrais vous dire, monsieur... Je ne répondrai pas. Le professeur s'il vous plaît. Non, moi, je vous donne mon sentiment. OK. Qui est un sentiment d'homme de terrain, qui est un sentiment d'économiste. OK. C'est-à-dire que l'économie, c'est quoi? C'est la capacité d'un État à redistribuer pour le bonheur des populations.
Pour redistribuer, il faut créer. Oui, produire et redistribuer. Oui, il faut produire déjà. Or, le CFA n'est pas une monnaie qui permet la production. Bon, Et à aucun endroit, à aucun moment, si ce n'est pas la production, c'est pas une monnaie. je vais écrire dans la sagesse africaine. Cette monnaie a pour seul On permet à Joseph Marie-Loulou de chuter, allez-y. de produire pour les entreprises néocoloniales. C'est-à-dire que quand un gars vient ici pour faire le bois, à l'est du pays, il va à une banque française ici, il est français, on ouvre le compte, on met de l'argent massivement et il importe. Il importe les machines, il importe tout, parce que cette monnaie est conçue. Elle est conçue pour développer, exploiter, développer les économies, l'économie française, exploiter ce qui apparaît comme un véritable champ. Très bien. Le champ du bois, le champ du pétrole, le champ de toutes ces matières premières, de toutes ces matières stratégiques aujourd'hui. En attendant, le C'est ça, la réalité. premier investisseur en On permet à Aristide Milord de... On permet à Aristide Milord de dire un mot. Parce que justement, la Chine Idriss a su se servir de Joseph Marie-Loulou. La Chine sait se servir de notre avantage et nous, on ne sait pas s'en servir. Pourquoi? Parce que la Chine, la Chine, c'est 1,5 milliard de personnes. ça n'a rien à La voir. Chine, Ils sont pas tous la Chine, intelligents. c'est un produit intérieur brut de la Chine. C'est pour ça que je vous ai dit les arbres de même taille doivent pouvoir se ok, passer. je comprends les la serres. sagesse africaine. Vous ne pouvez pas comparer la Chine au Cameroun. On permet à Aristide Milord de dire un mot. Vas-y, Aristide. Oui, je vais juste dire un tout petit mot à l'encontre de M. Londo qui dit en fait que les questions monétaires dont on parle doivent être nuancées. Parce que quand on parle de production, le financement de la production, c'est plutôt un comportement endogène. Ce n'est pas lié à la monnaie, c'est lié au financement. Et le financement de l'économie, ce n'est pas la monnaie qui est au centre du financement de l'économie. C'est les institutions bancaires et financières. Qu'est-ce que je veux m'expliquer? Vous pouvez avoir tout genre de monnaie que vous voulez. Si vous n'arrivez pas, dans votre cas, d'espèce, parce que sachez que la monnaie est là, non pas pour produire, mais pour permettre les échanges. La monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Ça veut dire que quoi? C'est une école. Ça veut dire que si vous avez votre manioc et que vous voulez par exemple avoir du plantain, vous allez vous servir de la monnaie pour pouvoir avoir du plantain. Puisque la monnaie, c'est une réserve des valeurs. Ça veut dire que vous pouvez garder de la monnaie en attendant par exemple de consommer le manioc dans 10 jours au lieu de garder le plantain qui peut pourrir. C'est pour ça que je voudrais qu'on sépare totalement la production dont on parle, qui est beaucoup plus liée à une activité de l'économie, avec la monnaie qui est l'instrument qui finance l'activité réelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre plantain. C'est ce que j'appelle la précipitation. Ce que vous faites. Non, c'est-à-dire moi j'appelle ça la précipitation. Je permets à Aristide Milord de terminer. Poisson. Je fais quoi? Je suis en train de vous dire que Allez-y, Aristide vous Milord. pouvez financer votre poisson avec du dollar. Ça n'a rien à voir avec la monnaie. Et je prends ça où? Si votre poisson est si bon que ça, un investisseur vous met de l'argent et vous avancez. C'est-à-dire que, Allez-y, Aristide c'est-à-dire que, Milord. monsieur Lundu, Quel investisseur? le financement dont on parle dans votre projet n'a rien à voir avec le franc CFA. Le franc CFA, c'est une institution. Non, c'est une monnaie. La monnaie est une institution. Donc voilà, ne me dites pas que c'est une institution. On parle de monnaie. Non, le franc CFA. On parle de monnaie C'est pour ça aujourd'hui. que je voulais donc faire la différence. Parce qu'en économie, nous avons l'habitude de séparer ce qu'on appelle la sphère monétaire avec la sphère réelle. En réalité, la sphère. C'est une école. Bon, monsieur Londo, est-ce que vous accepteriez un paiement en shilling ougandais? C'est une monnaie autonome et tout. Est-ce que vous accepteriez ça? Une monnaie en shilling Je vais ougandais? chuter très rapidement. Non. Quand vous avez de la production, si vous n'avez pas quelqu'un qui va l'acheter, vous allez mourir à votre production. Ça n'a rien à voir avec la monnaie. Mais je produis pour mon marché. Justement, votre marché, si vous n'avez personne qui va l'acheter, comment ça personne va acheter? Non. Si vous n'avez pas les gens qui... Et pourquoi personne ne va acheter? Mais je vous dis donc... Si les gens ont faim, ils vont manger. Vous n'avez pas vu la tomate? Si les gens ont faim. Vous n'avez pas vu la tomate Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas vu la tomate Nous sommes en crise. Vous êtes en crise. Laissez-moi terminer. La tomate, c'est une question de crise. Vous chutez Aristide Milord. Vous chutez ici. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que la question de la monnaie commence à devenir intéressante quand on parle de souveraineté, lorsqu'on est dans des relations internationales. C'est ça. À l'intérieur, vraiment, la question monétaire ne se pose pas. C'est la production qui finit. Non, c'est là où on se comprend. C'est là où on n'est pas d'accord. Non.
Parce que pour ce qui concerne le CFA, c'est construit pour l'appauvrissement des pays qui est Ainsi, Milan, vous citez rapidement. Vous permettez qu'il termine, s'il vous plaît. Laissez-moi m'embrouiller. Il faut qu'on avance dans le débat. Allez-y, Aristide. Laissez-moi m'embrouiller. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire que lorsque le franc CFA est entré en vigueur, en réalité, c'était pour effectivement faciliter l'exploitation de la France. Mais c'était aussi pour permettre aux pays africains d'entrer dans le commerce international. Non. Oui, ça dit que quoi? Vous ne pouvez pas aller échanger avec un pays si vous n'avez pas un référent monétaire. Vous ne pouvez pas. Vous allez avoir un référent et c'est à partir de ce référent qu'on va trouver le taux d'échange qui peut vous lier entre vous. C'est pour ça que lorsqu'on parle de monnaie, aujourd'hui on a parlé d'évaluation. Je voudrais aussi dire un mot là-dessus parce que la question de la parité, aujourd'hui, la parité fixe, ça fait un peu perdre de temps. Lorsqu'on est en système de parité fixe, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est le système, c'est le gouvernement monétaire qui décide de la valeur de la monnaie. Lorsqu'on est en système d'échange flexible, comme on le dit, c'est le marché. C'est-à-dire que celui qui vous donne la valeur de votre monnaie, c'est le marché, ce n'est pas une institution, ce n'est pas l'État, c'est le marché. Si votre monnaie est excessivement demandée pour pouvoir faire des transactions internationales, elle coûte cher. Et c'est ça qui fait que votre monnaie s'apprécie. Tandis que dans le cas des pays africains, peu importe le nombre de transactions qu'on fait, la monnaie reste. Nous n'avons pas de monnaie, nous n'avons pas de politique monétaire. Ça a été dit sur ce plateau qu'on n'avait pas de politique. On permet à Aristide Milan. Depuis qu'il veut chuter, depuis que tu permets de chuter. Demandons à monsieur. Depuis, ça fait. Lui n'arrive pas à chuter. Très bien. Vous êtes un consultant international. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que je suis prêt à trouver des gens qui vous payeront? Est-ce que vous êtes prêt à accepter des paiements en yuan, en renminbi? Est-ce que vous êtes prêts, vous, à ce qu'on vous paye en renminbi chez moi? Idriss Lénige, j'arrive votre permission. Il répondra. Je vous propose. Vous savez que vous n'accepterez pas. On va prendre dans un instant. Parce que vous ne pouvez pas utiliser cette monnaie en dehors de la Chine. Idriss Lénige. Elle n'est pas transférable. Oui, mais alors. C'est ça l'une des faiblesses du CFA. Le yuan aussi est promène partout. Vous accepterez l'euro et le dollar, mais pas du yuan renminbi. La question de la force et la faiblesse de la monnaie n'est pas importante dans l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Est-ce que cette monnaie permet à l'économie d'avoir du sang et de vivre? Parce que la monnaie est à l'économie ce que le sang est au corps. Ah, on est d'accord. Très bien. Nous avons notre cœur est ailleurs. L'argent est pompé ailleurs. Et quelqu'un qui pompe votre argent, votre cœur d'ailleurs, vous donne la quantité de sang qu'il veut à tout moment. Non, ça c'est pas très bien, très bien. On vous a suivi. Je vous en prie. Je propose qu'on va prendre dans un tout petit instant la direction, le temps que la régie soit prête, la direction des États-Unis. Vous permettez le temps d'écouter le professeur Fadel Kabou. C'est un économiste également. Avant de prendre la direction des États-Unis, je lis quelques messages. À quoi servirait une planche à billets entre les mains de gouvernements qui n'arrivent pas à optimiser l'utilisation de leur budget, ne produisent rien du tout? La monnaie repose sur une économie réelle et non virtuelle. Message signé de Jacques Maboulamboya, président de l'Alliance républicaine, demandez-leur simplement. ancien maire de Yabassi. Qu'est-ce qui peut permettre? Jacques, je demande à Jacques. On nous a raconté beaucoup d'histoires. Le professeur Netedem m'a parlé de la Covid-19. Lorsque l'Amérique décide, peut-être qu'on va m'expliquer, de pomper 500 milliards de dollars. L'Amérique? Oui, dans l'économie. Ça correspond à quoi? C'est très critiqué aujourd'hui. Alors, je veux dire attention à ce qu'on dit aussi avec... Très bien. Je prends un dernier message avant de prendre le professeur Kabou. Vous permettez, s'il vous plaît, cher monsieur, un message. La France, c'est un État très pernicieux. Vouloir changer le franc CFA en éco ne change rien. Vous permettez, la France est un État très pernicieux. Vouloir changer le franc CFA en éco ne change rien. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Nous serons toujours sous leur emprise. Message signé Guitimba depuis Econo, ici à Yaoundé. Allons à présent du côté des États-Unis. On va écouter également l'analyse du professeur Fadel Kabou. Il est universitaire, enseignant à l'université de Denison, c'est dans l'Ohio, on est aux États-Unis, et président de la Global Institute of Sustainable Prosperity. Il est spécialiste des questions de souveraineté monétaire. On l'écoute et on revient pour la suite. Bonsoir. Le projet de mutation de la monnaie du franc CFA en éco,
C'est en fait un projet prématuré. C'est un projet qui est basé sur le modèle de l'euro. C'est un modèle d'austérité. C'est un modèle qui n'augmente pas la souveraineté monétaire ou économique des pays africains. En fait, c'est un modèle extractif qui va en fait seulement changer le nom de la monnaie du franc CFA en éco sans en fait changer aucune structure économique dans les pays africains. Ce qui fait que les pays africains qui vont s'engager dans ce projet vont abandonner encore plus de souveraineté économique et monétaire dans le futur. Alors, en ce qui concerne ce projet de la zone de libre-échange économique continentale africaine, tout d'abord, la date limite du 1er janvier, ce n'est pas en fait une date faisable. Deuxièmement, et malheureusement, ce projet ne présente pas un modèle de développement cohérent qui met en place des stratégies qui vont en fait améliorer la souveraineté alimentaire en Afrique. Deuxièmement, c'est un projet qui ne va pas améliorer la souveraineté énergétique en Afrique, surtout au niveau des énergies renouvelables. Et troisièmement, c'est un modèle qui se base encore une fois sur le modèle extractif, ce qui fait que le continent africain va continuer le même modèle économique, sauf que cette fois, c'est sous la tutelle d'une union continentale, alors qu'auparavant, on avait les mêmes stratégies, au niveau national, individuel. Pour les pays africains doivent en fait se baser sur 3 stratégies d'investissement cohérentes. Premièrement, il faut investir dans l'agriculture soutenable pour améliorer la souveraineté alimentaire en Afrique. Deuxièmement, il faut investir dans les énergies renouvelables pour sécuriser l'indépendance énergétique de l'Afrique. Et troisièmement, il faut abandonner le modèle industriel extractif qui se base sur la production de valeur ajoutée très faible pour export et en même temps développer un modèle industriel qui peut produire de valeur ajoutée très forte. Et ce ne sera pas possible sans en fait investir dans la recherche et le développement, dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement technique pour produire les capacités industrielles, les capacités techniques et les compétences techniques pour une industrialisation qui peut produire des valeurs ajoutées très fortes dans les économies africaines. Merci au professeur Kaboub. Sauf si quelqu'un veut faire un commentaire, le professeur Henry Tedel. Oui, disons qu'en fait, la monnaie, ce n'est pas la monnaie qui développe en soi. La monnaie facilite le développement. Ça, il faut le dire clairement. Et on a bien compris, n'est-ce pas, l'avis du collègue. Il dit bien que le modèle monétaire que nous avons, c'est un modèle, pas de modèle extractif qui permet d'extraire, n'est-ce pas, justement, les richesses de cette zone économique. En réalité, avoir une monnaie autonome permet d'avoir une politique économique flexible. Et justement, l'économie s'accommode des changements dans l'environnement. Donc, lorsqu'on n'a pas de politique monétaire autonome, on ne peut pas, on a de la difficulté ou c'est presque impossible d'ajuster sa politique économique en fonction des exigences, n'est-ce pas, de l'environnement. C'est tout le problème. C'est tout le problème en fait. Donc, et c'est ça la problématique, n'est-ce pas, de la sortie du CFA. Alors,
je vais peut-être me répéter pour qu'on me comprenne bien. Dans le modèle de développement que les pays de l'Afrique francophone ont adapté jusqu'aujourd'hui, le CFA est une bonne chose pour le moment. Mais si on veut sortir de ce modèle, si on veut sortir, n'est-ce pas, si on veut faire des changements structurels importants, il serait plus indiqué, n'est-ce pas, pour ces Africains, pour ces pays africains, d'avoir la main sur le levier de la politique monétaire que de continuer à avoir une politique monétaire qui est gérée par des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que eux, parce qu'en fait, c'est un problème d'intérêt. Et M. Lundu parlait justement du financement de l'économie. Et la monnaie permet de financer, et comment est-ce que avoir la main sur le levier de la politique monétaire pourrait faciliter le financement de l'économie? C'est le coût de l'argent. Le coût de l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, quand les banques commerciales ont suffisamment d'argent, de liquidité, ils peuvent facilement prêter aux ménages, aux entreprises, aux agents économiques en tout cas, pour leur permettre, n'est-ce pas, de booster les activités économiques. Mais si les banques commerciales n'ont pas suffisamment de liquidité, et si les taux d'intérêt ne sont pas modulaires en fonction de l'environnement, cela peut limiter, n'est-ce pas, des actions en faveur du financement de l'économie. Et je crois que c'est de ça que M. nous parlait. En fonction des priorités qu'on aura décidées, on peut moduler la politique monétaire de façon à financer un secteur qui nous semble prioritaire à ce moment-là. Et justement, la priorité des pays africains, c'est le secteur agricole. Et on parle davantage d'agriculture de seconde et de troisième génération, donc mécanisée. Alors, à ce agricole et désormais aussi le secteur énergétique. Pour passer à cette phase. Quand je te parle de priorités, c'est pour qu'on comprenne. Si on se lève au niveau de l'Afrique, les priorités des pays africains ne sont pas les mêmes que les priorités de la France ou de la Chine ou des États-Unis en Afrique. Je peux vous dire, si la communauté internationale avait à cœur le développement de l'Afrique comme priorité, au plan énergétique, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui. Tous les pays africains ont des problèmes de fourniture d'électricité à moindre coût et en quantité suffisante et de bonne qualité. Pourtant, on a le potentiel hydroélectrique le plus élevé du monde. On a d'ailleurs tout un fleuve, au Congo Inga, qui peut alimenter toute l'Afrique. Alors, si la priorité de la communauté internationale était de booster le développement de l'Afrique, on aurait financé un barrage sur le fleuve Inga, on aurait, n'est-ce pas, alimenté toute l'Afrique, on aurait résolu le problème d'électricité qui plombe notre économie aujourd'hui. Les problèmes d'électricité, d'énergie électrique, sont parmi les problèmes qui plombent la compétitivité des économies africaines. Il faut y ajouter le problème d'infrastructure et autres. Et bien entendu, un problème de gouvernance. On voit jamais. On reviendra tout de suite sur la question de gouvernance. Je vais poser une question à vous, Idriss Linge. L'une des conséquences de cette mutation de franc CFA à l'éco en Afrique de l'Ouest, il y a la suppression du compte d'opération à la Banque de France et les sièges occupés par les représentants français dans les institutions sous-régionales à la BCAO. Mais en ce qui concerne la zone CEMAC, pas de rapatriement de réserves hors du compte des opérations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette différence? Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que déjà, il faut comprendre que cette question du compte d'opération est ce qu'on appelle, ce que les Français eux-mêmes appellent, parce qu'il y a tout un débat parlementaire qui a eu lieu en France. Ils appellent ça les irritants politiques. Okay? Et c'est en ce sens que je peux rejoindre M. Elundu, qui estime que la France mène ce processus de bout en bout pour défendre sa part d'intérêt dans ce CFA. Parce qu'ils appellent ça les irritants politiques. On n'aime pas entendre le nom CFA qui veut dire monnaie coloniale. Et puis le compte des opérations, c'est comme il a perçu ça, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est qu'on prend une partie de la richesse des Africains pour mettre ailleurs. Donc du coup, ils ont prévu en l'UEMOA qu'ils vont rapatrier ces réserves d'échange désormais dans les comptes de la Banque centrale qui pourra faire les placements qu'elle veut dans d'autres systèmes de placement. Mais non, en Afrique, UEMOA, il y a quand même ce débat parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord de sortir du système du Trésor public français. On a comme perçu que le président congolais voulait quand même qu'il y ait une certaine stabilité, alors que le président ivoirien, il veut une rupture totale. Le président, papa ivoirien, président équato-guinéen, président équato-guinéen, excusez-moi professeur, c'est sérieux vraiment mépris. Voilà, Obiang Nguema, on l'a très bien vu, Obiang Nguema à plusieurs reprises pense que la réforme monétaire doit être celle de la rupture. Il a raison. Mais Obiang Nguema peut le faire, parce qu'il produit 3 fois plus de pétrole que le Cameroun, par exemple. Et il a une population, je crois, 10 fois inférieure. Donc il n'a vraiment pas besoin d'avoir ces
réserves de change sur le compte des opérations françaises. Et son économie est extrêmement petite. Je ne comprends pas vos démonstrations. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, parce qu'il a moins de population, il a plus de pétrole. Vous savez tout ce que le Cameroun a, lui? Non, on peut très bien évaluer ce que le Cameroun a. Mais vous ne pouvez pas prendre ça comme analyse. Et nous tirer la conclusion de l'attitude de Biya, qui est une attitude panafricaniste, une attitude idéologique. Non, je terminais. Il me reste 5 minutes. Et puis il a moins de contraintes qu'un président Biya, qui a une économie beaucoup plus vaste, beaucoup plus impliquée sur le plan international et qui a besoin de prendre des décisions. Attendez, je vais vous arrêter en disant que le Biya était l'un des premiers à demander qu'on quitte le CFA. C'était en 1995. Il a été mis en minorité. C'est depuis qu'il n'en parle plus. Là, vous pouvez vérifier cette information. Oui, mais entre-temps, je pense que le président Biya a dû changer de mentalité. Lorsqu'on regarde ses dernières sorties sur la réforme monétaire, le président Biya parle quand même d'aller dans cette réforme en tenant compte de l'exigence de stabilité et l'exigence de développement. C'est ce que dit monsieur. C'est qu'il a appris, il a appris en 1995. Oui, c'est clair, on l'a mis en haut. Je voudrais rebondir, cher monsieur, je voudrais rebondir sur les propos d'Idriss Lynch, pour parler justement de la gouvernance, les mesures de convergence. Et aujourd'hui, du côté de l'Afrique de l'Ouest, le projet qui devait être effectif depuis le 1er juillet est dans l'impasse parce que selon le président Buhari, les mesures de convergence ne sont pas encore atteintes par tous les pays. Dans le sien. Les critères de convergence. Les critères de convergence. Dans le sien, il est le premier. Est-ce que Buhari, on va les rappeler, un déficit de 3% du PIB, une inflation qui ne devrait pas dépasser les 10% et la dette devrait rester inférieure à 70% du produit intérieur brut. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que si les pays de l'Afrique centrale devaient aller dans une option sans la France, il y a cette maturité en termes de gouvernance monétaire? Effectivement, monsieur, c'est pour cela où se pose le problème. On a comme l'impression que les pays africains, surtout ceux de la CEMAC, ne se sont pas préparés, c'est-à-dire que individuellement déjà, à pouvoir... On ne croit pas eux-mêmes en leur capacité. Bien sûr, parce que beaucoup de ces présidents sont des présidents qui viennent c'est des présidents coloniaux. C'est-à-dire qui ont vécu avec du paternalisme, qui n'ont même pas cherché à savoir. Ils savent que la question monétaire, c'est la question de la France. Pour eux, c'est dans leur tête, c'est comme ça. Or, la question de l'émancipation est un risque politique aussi. C'est fait que pour certains pays, n'est-ce pas, certains pays qui ont rajeuni un peu, ou alors qui ont totalement rajeuni leur classe politique, la question de la monnaie est une question qui se discute. Elle se discute dans les débats politiques, elle se discute dans les débats diplomatiques. Universitaire. C'est fondamental. Or, chez nous, on a comme l'impression que c'est un débat tabou. Voilà pourquoi est-ce qu'on a ces pays ne sont pas préparés au plan de la gouvernance. Il n'est plus tabou ce sujet. Oui, en fait, on a l'impression. Parce que tabou pour les hommes politiques. Pour les hommes politiques, parce que beaucoup sont... Quels hommes politiques? Peut-être ceux qui gouvernent, mais les hommes politiques au Cameroun. Non, les hommes... Détrompez-vous, hein. Beaucoup là... Nous sommes des intellectuels, nous en parlons. Franchement, ne connaissent pas les conventions monétaires qui ont été passées entre comme beaucoup, ils sont nombreux qui ne le connaissent pas. Et c'est ça le problème. Ces gens ne s'intéressent pas à la question monétaire parce que chez eux, dans leur tête, la question monétaire... Oui, j'avoue que sur le plan politique, on a comme un déficit de créativité dans nos pays de l'Afrique centrale. Et pour preuve, lors du débat, lors de la dernière présidentielle au Cameroun, la problématique de la monnaie n'était même pas soulevée, n'était pas au centre du débat. Cela pose un problème. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on a des opposants qui esquivent la question de la vision. Ils n'ont pas de la vision pour le peuple africain, ils n'ont pas la bonne vision. Et ils s'opposent à quelque chose. On a l'impression qu'il n'y a pas une véritable opposition. Parce que le gouvernement en place n'est pas suffisamment créatif. Ou bien a été, comme j'ai dit tantôt, mordu par... n'est-ce pas, des tentatives. Et puis il est embourbé quand même dans l'ancien système. Tout à fait embourbé dans l'ancien système. La question de l'endettement qui est... On se serait attendu que l'opposition, n'est-ce pas, puisse porter cette problématique et puisse la mettre en débat, expliquer au public pour amener le peuple, n'est-ce pas, à la masse critique qu'il faut. Deuxième chose, vous avez pour la question sur les critères de convergence en Afrique centrale. Chaque fois que vous voyez la banque, le FMI quelque part, dites-vous qu'il y a un problème de discipline. Et effectivement, le FMI est avec tous les pays de l'Afrique centrale. Et du coup, on voit bien qu'il y a des problèmes de discipline budgétaire, de
de gestion de la dette. On va sortir. Une petite phrase. Vraiment. Je ne dis pas que. Je dis en fait qu'il y a Il nous reste 2 minutes. C'est parce qu'ils ont été laissés tout seuls. On n'a pas laissé l'occasion de se découvrir. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur, mais je ne pense pas qu'on ait la même conclusion. En réalité, des questions de gouvernance, c'est du bluff. Personne, il n'y a aucune gouvernance nulle part. L'institutionnalisme a été fait en dehors des Africains. Il est question aujourd'hui que l'Afrique crée ses institutions, s'approprie, n'est-ce pas, le commerce mondial, l'industrie. Et s'appuie, puisque c'est comme en conclusion, l'Afrique est comme ce mendiant, assis sur des sacs en or et qui fait la manche. Très bien. On va conclure, on va terminer par ce message qui nous vient de Lomé. Bonsoir, félicitations aux invités. Mais les intellectuels africains doivent connaître la réalité africaine. Chercheurs universitaires font de beaux débats, écrivent de jolis livres pour combattre le franc CFA. Mais combien d'Africains lisent et participent au colloque? C'est le lieu de féliciter l'ONG Urgence panafricaine de Kémy Séba qui a démocratisé le débat en l'amenant dans la rue pour que la majorité des Africains, la jeunesse, puisse s'imprégner et agir. Que les chercheurs africains changent leur méthode et essaient de soutenir Kémy Séba. Il a une méthode gagnante. Je ne suis pas d'accord avec celui qui dit que la monnaie n'a rien à voir avec le financement des projets. Je souhaite qu'il revoie la relation entre les banques centrales BCAO et BA, et les banques commerciales. Koyi Pascal depuis Lomé au Togo. Merci à vous et merci à toutes les populations qui nous suivaient depuis Lomé au Togo. Vous avez été très nombreux. Cher monsieur, malheureusement nous allons conclure. On aura certainement l'opportunité de revenir sur ce thème au gré de l'évolution du débat. Merci à vous, Idriss Lynch, d'avoir mis à disposition du public cette information. Merci à vous, professeur Ariane. Ça n'a pas été facile, votre emploi a été très chargé. Ici Milon, merci. Joseph-Marie Lundo, grand merci à vous également. Un merci particulier à toute l'équipe technique qui s'est dédiée à cette édition. Nassi Sonon nous a assisté ici à la régie studio. Valère Boumson a assuré la réalisation et Jean-Vier Kenge la diffusion. Mesdames et messieurs, votre fidélité au programme d'Info TV est un privilège. Excellent suite de programme, à très bientôt.